Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous dès lundi et vendredi à 20h dans votre émission Café Mort, l'émission qui vous permet de découvrir des nouveaux visages, des parcours, des engagements. Enfin, une émission qui vous permet de partager la part d'universel qui est en chacun de nous. Donc ce soir, on va accueillir Mariam. Bonsoir Akli. Bonsoir Mariam. Alors Mariam, vous êtes dans l'association Esprit d'Ébène. Tout à fait. Mais avant de nous parler d'Esprit d'Ébène et de votre engagement, qui est Mariam en fin de compte? Alors qui suis-je? Alors je m'appelle Mariam, j'ai 30 ans bientôt. Je suis une franco-malieno-sénégalaise. Je suis issue de la belle et grande ville Paris. Je suis née à Paris, j'ai fait toute ma vie à Paris, j'ai connu que ça. Et de plus, je suis dans le paramédical et en parallèle, j'ai repris des études de communication. Alors, donc vous êtes, comme vous dites, malieno-sénégalaise, c'est ça? Alors expliquez-nous pourquoi franco-malieno-sénégalaise. Alors pourquoi? Parce que mon père est un malien et ma mère est en partie sénégalaise et en partie malienne. Mais comme elle est née à Dakar et qu'elle a une grande famille à Dakar qui est aussi grande que celle du Mali, donc pour moi c'est important de dire que je suis aussi du Sénégal. Parce que le Sénégal est une partie de moi, c'est une partie de mon identité, donc c'est important de le souligner. Mais je suis en réalité, je suis plus malienne que sénégalaise, mais j'adore le Sénégal et... Mais là, on parle de Mali et Sénégal, on parle de frontières tracées, oui. mais quand on parle d'ethnie, au Mali et au Sénégal, c'est les mêmes ethnies. En fin de compte, c'est pas des ethnies très différentes parfois. Oui, mais moi, j'ai plusieurs ethnies. Vous êtes soninké? Non, pas du tout. Non, du tout. Tous mes amis sont soninké, mais moi, je ne suis pas soninké. Enfin, en partie, un petit peu. Ma mère est une Bambara Wolof. Mon père est un Kassonké Malinké. Et donc, moi, je suis cet ensemble-là. C'est bien d'expliquer aux gens, parce que ces gens ne savent pas que c'est des ethnies en Afrique et qu'il y en a beaucoup, enfin ceux qui sont concernés le savent, mais beaucoup de gens ne savent pas que ce sont des ethnies et que c'est pas et qu'on n'a pas les mêmes morphologies entre des Maliens sénégalais qui sont un peu plus proches parce que c'est l'Afrique de l'Ouest et plus bas le Congo, etc. Y compris les habitudes alimentaires, Mariam, non? C'est vrai. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près la même morphologie, les mêmes origines ethniques. Origines ethniques, mais après ça change en fonction des ethnies. Parce qu'il y a des ethnies qui ont des critères physiques qui sont différents des autres et qu'on reconnaît. Par exemple, les Peuls ont des traits physiques qui sont particuliers oui, ils sont grands, ils sont assez clairs. Ils sont clairs, ils sont fins. Généralement, mais après, il y a des peuples qui sont sombres, ça dépend un peu de la région dont ils sont issus. Mais c'est vrai que les peuples de l'Ouest et les peuples du Centre sont différents en termes de morphologie, de posture, de carrure et de nourriture, parce qu'on ne mange pas du tout les mêmes choses. Mais c'est ce qui fait la beauté de l'Afrique, c'est toutes ces disparités-là qui fait que l'Afrique est belle et riche avec sa diversité. C'est ce qui nous enrichit, c'est ce qui enrichit le monde. Et on pourrait parler aussi des Maasai, on parlait des peuples de gens, des ethnies qui sont là depuis très longtemps et qui ont une vraie histoire, et c'est aussi ça. C'est des gens qui sont des chasseurs, c'est des gens qui ont une culture. Non, mais parce que les gens oublient que l'Afrique, c'est aussi une culture. C'est plusieurs cultures. C'est un mélange de plusieurs cultures. Oui, je dis plusieurs, mais c'est une culture, chacun, c'est un truc de plusieurs, quoi. Oui, en fonction des pays. C'est comme si on disait un Européen, c'est le même entre le portugais, l'italien et le français. En Afrique, c'est la même chose, quoi. À part la couleur de peau, il y a des choses qui sont vraiment très diverses en fonction des cultures, quoi. Oui. Ou des origines et des lieux de vie. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a les différentes ethnies que... En fait, les frontières ont été imposées. Mais avant qu'il y ait les frontières, il y avait beaucoup de circulation, c'était très large. Il n'y a pas de barrière, donc tout le monde allait là où il voulait. Là où la vie était belle, et là où il y avait un cours d'eau, là où on pouvait mieux vivre, quoi. C'est ça en réalité. Donc après, il y a eu les séparations physiques qui ont fait que maintenant on se définit par un pays, mais autrefois c'était pas le cas. C'était vraiment... C'était par ethnie, il y avait telle ethnie, était plutôt un peu comme ça, telle ethnie, tel peuple, machin. Mais maintenant, c'est différent. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, même s'il y a les lignes physiques, on reste quand même... on se sent tous pareils. Quoi qu'il arrive, l'Afrique, c'est l'ensemble, c'est un mélange, c'est un melting pot qui fait que... Voilà, alors on parlait de ça. On est assis aujourd'hui. Voilà, mais on parlait de ça. Moi, je suis aussi de l'Afrique. Hein. Tout à fait. Je revendique. Hein. Je suis un numide, je suis berbère. Je revendique mon identité, y compris mort. À l'époque, ça désignait pas les Arabes, les morts, ça désignait les Berbères.
C'était entre guillemets les ethnies négrides un peu, c'est dans l'esprit. Et donc, comme on en a au Nord Mali, dans tous les Touaregs, une partie du Sénégal, la Mauritanie, jusqu'en Libye et jusqu'à l'Égypte, quoi. Donc, avec c'est-à-dire que c'est vraiment c'était le royaume de Numidie. Et donc c'est pour ça que c'est bien de le repréciser. Alors si on le fait, même c'est pas pour donner un cours aux gens qui nous regardent, c'est pour expliquer que l'Afrique est belle, mais de sa diversité. Et vous avez un engagement parce que vous êtes engagé sur justement cette histoire de blanchiment de la peau, pour faire vite, c'est la dépigmentation, mais pour que les gens qui connaissent pas comprennent. Et alors que les gens doivent être au contraire plutôt fiers de ce qu'ils sont, de cette richesse, de cette diversité, de partager cette part d'universel. Et pourquoi les gens veulent se changer et quels sont les risques en fait? Pourquoi les gens veulent se changer? En fait, c'est une question à laquelle Esprit d'Ébène tente de répondre, parce que en réalité, il n'y a pas vraiment de cause générale ou de cause précise qui répondrait à cette question-là. Les gens se dépigmentent la peau parce que on pense qu'il y a un problème de confiance en soi, d'estime de soi, de représentation diverses auprès des institutions ou des instances, des médias, de la mode et autres. En fait, il y a un manque de représentation de ces diversités. C'est latent, indienne, asiatique, noire, maghrébine ou Europe de l'Est, enfin peu importe quoi. Toutes ces personnes-là ne sont peut-être pas assez représentées et donc du coup les personnes ont du mal à trouver des repères, des personnes avec qui peuvent s'identifier. Ouais. Mais après, il y a aussi les conséquences, ce qui sont vraiment néfastes, c'est qu'il y a les taches brunes qui peuvent apparaître, on peut avoir de l'hypertension artérielle, des diabètes, on peut perdre la vue, enfin, il y a vraiment chaque cas est différent, mais les conséquences peuvent être les mêmes sur les pratiques. En fait, plus on consomme depuis longtemps ces produits-là, plus les risques encourus sont grands. Après maintenant, on peut arrêter. On peut commencer hier, on peut commencer il y a 10 ans, mais on peut arrêter. En fait, les risques quand on arrête, c'est qu'on ne récupère pas notre couleur de peau initiale. On devient plus sombre que la couleur de peau qu'on avait avant. Et donc c'est l'une des raisons qui fait que les gens refusent d'arrêter, ils sont pris dans cet engrenage-là. Et c'est comme une drogue. Parce que quand on commence, on ne peut pas s'y arrêter. Parce que si on s'arrête, on va noircir. Et si on noircit, les gens vont comprendre qu'il y avait un problème. Et donc du coup, il va falloir se justifier auprès des gens. Et après, on rentre encore dans du jugement, dans nos jugements de valeur, alors que c'est un sujet qui est un peu tabou. Donc les gens n'osent pas en parler. C'est plutôt, faut pas trop le dire, c'est un peu caché. On le sait qui pratique, mais il ne faut pas le dire. Parce que c'est tabou, parce que ça met les gens mal à l'aise. Et nous, c'est vraiment pas le but. On veut vraiment essayer de discuter avec eux, d'aller à leur rencontre, échanger, pour comprendre pourquoi elles sont amenées à faire ces pratiques-là. Et peut-être pourquoi pas trouver une réponse à leurs soucis. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec des spécialistes, avec des professionnels de santé, des psychologues, des dermatologues, des historiens, qui peuvent aussi essayer de raconter un peu les prémices de la dépigmentation. Toutes ces choses-là pour tous ensemble, parce qu'on ne veut pas seulement que ce soit juste un diagnostic de juste Esprit d'Ébène a décidé de faire ça. On veut vraiment que ce soit pris dans un ensemble global avec des professionnels, des personnes, des experts et des gens comme vous et moi. Des citoyens, des engagés qui veulent discuter. Qui veulent juste discuter. Alors, Esprit d'Ébène à l'origine, parce que Esprit d'Ébène, d'ailleurs, on salue son président, c'est Mams Diafa, le truc. Esprit d'Ébène, donc, au départ, c'est pas ça, Esprit d'Ébène, la création. Oui. Donc, comment est venu, dites-nous qui est Esprit d'Ébène avant de revenir sur les causes, et comment Esprit d'Ébène est venu à ce travail sur la dépigmentation? Alors, Esprit d'Ébène est né il y a 20 ans, il y a 20 ans cette année. Est né à 20 ans, Esprit d'Ébène se voulait être une association de quartier qui serait le pont entre les entreprises et les jeunes du quartier. Parce que Esprit d'Ébène en avait ras-le-bol que les jeunes de quartier aillent faire des stages au Franprix du coin ou au GPC du coin. On voulait vraiment que les jeunes aient une opportunité pour aller
trouver des stages chez Plus L'Oréal. adapté pour qu'ils découvrent. Parce que c'est vrai que puisse avoir une vraie portée. les gens ne le savent pas beaucoup, mais le stage, c'est important parce que c'est le premier contact qu'on a avec l'entreprise. Oui. Et quand on n'a pas de contact des entreprises comme le Super Chez du Coin, etc., c'est dévalorisant. Donc on a une image du travail qui n'est pas la bonne. Oui. Et donc ce premier stage est important. Je pense que c'est là-dessus que ce constat que Mams avait fait. Exactement. Et qu'il a voulu créer Esprit d'Ébène pour donner à ses enfants les mêmes chances que les autres, non? Exactement, c'est exactement ça. Tu as tout résumé, je n'aurais pas pu dire mieux. Et donc du coup, à travers Esprit d'Ébène a évolué. Esprit d'Ébène à travers ses différents projets, a lié et le sanitaire et social à la culture. Notamment avec la campagne Paluard, qui a plus de 10 ans maintenant, qui est une campagne de lutte contre le paludisme, qui a plus de 10 ans aujourd'hui, dans laquelle tous les ans, à la journée du paludisme, on fait une action coup de poing sur Paris généralement, pour sensibiliser les gens à la lutte contre le paludisme, la maladie, se vacciner, surtout de faire attention aux moustiquaires et autres, à se laver les mains, il y a une hygiène assez particulière pour éviter que les moustiques prolifèrent auprès d'eux. Et après, on a également lancé la campagne de dépigmentation de la peau parce que c'est parti d'un constat que des jeunes filles de 13, 14, 15 ans se dépigmentaient la peau. Parce que, ah oui, alors qu'avant c'était beaucoup plus âgé, je ne te parlais pas de ça. Pour les femmes, après, disons que c'était un critère de beauté, enfin j'arrive pas à le voir parce que quand on vous voit, on voit bien qu'on n'a pas besoin de se dépigmenter, Mariam. Merci pour le compliment, c'est comme ça que je le prends du moins. Non, en fait, avant, les femmes se dépigmentaient la peau plutôt très tard, plutôt entre 20, 25, 30 ans. Enfin, à l'âge adulte, à l'âge de femme adulte, à l'âge où on sait vraiment ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais plus on le fait tôt, à 13 ans, c'est l'adolescence, on est encore en pleine adolescence, donc les jeunes filles, elles sont en pleine construction sociale, en pleine construction de leur personnalité. Psychologique, elles sont en train de découvrir leur corps grandit, elles deviennent des femmes, elles apprennent à se connaître. Et donc c'est à ce moment-là, elles ont déjà un problème d'identité, un problème de couleur, de confiance en elles. Donc qu'est-ce que ça va être dans 10 ans après ? Donc c'est pour ça que cette campagne est principalement ciblée pour ces jeunes femmes-là, mais pas seulement. Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se dépigmentent la peau, de plus en plus jeunes aussi, mais du coup c'est plus long dans la durée. Qui commencent très jeunes, on a eu des témoignages d'hommes qui ont commencé à se dépigmenter à 20 ans, qui aujourd'hui en ont 30 ou voire 40 ans et qui se dépigmentent toujours la peau. Donc c'est à partir de tous ces constats-là qu'on a décidé on s'est dit non, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on essaie au moins de les sensibiliser, mais pas en les jugeant, mais vraiment en apportant ce côté-là, venez, on discute, et venez, on essaie de trouver une solution ensemble aux problèmes que vous ressentez. Pourquoi pas, peut-être qu'on pourra vous aider, peut-être qu'on pourra être une porte d'entrée, peut-être une porte de sortie plutôt à cette problématique-là, mais maintenant, c'est vraiment ce qu'on est pas, ce vers quoi on tend du moins. Ah, même, j'ai une question parce que quand je vous écoute, ça viendrait d'où, enfin, la compréhension? Parce que est-ce que c'est justement, par exemple, le temps d'esclavage? Est-ce que c'est aussi la colonisation? Parce qu'on sait que les métis avaient un rôle particulier, ils étaient plus proches du, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, si c'est incorrect même, mais du blanc, du colon, puisque les blonds, c'était les colons, historiquement, c'est pas moi qui l'ai décrété. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui, et je sais que vous, une fois en discutant, vous m'avez parlé à l'époque de nègres des champs et nègres de maison, c'est parce qu'il était plus clair, c'est quoi à votre avis tout ça? En fait, pour nous, l'historique de la dépigmentation remonte il y a une partie remonte à l'époque de l'esclavage, ce qui est indéniable, et une autre partie remonte aussi à l'époque de la colonisation. Parce que dans le temps de l'esclavage, c'est vrai qu'à l'époque, les esclaves, plus ils étaient clairs, plus ils pouvaient être proches du maître, à savoir, plus ils pouvaient travailler dans la maison. Donc c'était des nègres de maison, pour travailler auprès des maîtres dans les maisons, être des esclaves de maison, quoi. Donc du coup, plus c'était clair, plus ils ressemblaient aux maîtres. Donc mieux ils étaient vus et plus ils étaient... Les mulâtres, quoi, voilà, tout ça à l'époque, c'est ça? C'était à l'époque des mulâtres et autres, et plus ils étaient gradés. À la différence des nègres des champs qui, eux, étaient beaucoup plus noirs et beaucoup plus simples. Très mat et tout. De par leur travail dans les champs et autres, donc du coup ils étaient beaucoup plus noirs que l'autre. Et après il y avait aussi l'époque de la colonisation qui a vraiment laissé une empreinte indélébile sur cette question-là, c'est sûr.
Mais maintenant aussi, après, en fonction des communautés, parce que notamment par la communauté indienne, c'est... Oui, il n'y a pas eu de colonisation, donc les Indiens, c'est lié à quoi? Enfin, il y a eu les Anglais. Il y a eu la colonisation indienne, mais en fait... Mais moins forte que tu parlais dans l'histoire, quoi. C'est vrai qu'il y a eu les Anglais, remarquez. Oui, mais elle est différente. En fait, eux, leur rapport à la dépigmentation est différent des rapports des Noirs à la dépigmentation. Le rapport des Indiens est beaucoup plus ancré socialement. C'est une question de caste, c'est ça? C'est au-delà de ça. En fait, le social est lié à la dépigmentation de la peau. En fait, les deux sont liés. C'est comme alors du coup, si on enlève l'aspect social de la dépigmentation de la peau, eux, ils perdent leurs repères sont complètement biaisés. Donc, on peut pas dissocier les deux. C'est comme si on remettait en cause tout leur statut social, ce qui n'est pas envisageable maintenant pour l'instant. Alors qu'au contraire, pour les communautés noires, c'est différent. Généralement, c'est pour des critères de beauté, pour des critères de dermatologiques, parce qu'ils disent que quand ils se dépigmentent de la peau, ça va effacer les taches brunes du visage, ça va permettre d'unifier le teint, d'illuminer le teint. C'est comme ça que généralement que commence la dépigmentation. C'est la réalité? C'est une question où il y a des problèmes de santé derrière? Parce qu'il y a le problème de taches brunes est un vrai problème chez les peaux noires, ça c'est indéniable. Parce que c'est lié au problème d'acné, enfin machin et trucs. Et donc du coup On ne peut pas les soigner sans dépigmentation, les taches brunes, justement, peut-être que les gens qui Oui, on peut les soigner sans dépigmentation. Il y a des marques aujourd'hui qui sont spécialisées chez les peaux noires et qui justement traitent ces problématiques-là. Par exemple, pour notre partenaire Inoya, qui elle, est une marque qui est spécialisée pour les peaux noires et peaux métisses et qui elle a fait des sérums et des traitements simplement pour estomper les peaux noires. Moi, c'est une gamme que j'utilise personnellement. Je sais que mes taches noires ont diminué. Après, ça prend du temps. C'est sûr que c'est des cicatrices. Donc c'est beaucoup plus long et les gens sont impatients, donc ils veulent un résultat vite. Donc plus ils veulent un résultat vite, donc plus les produits sont dangereux. Donc ce qui fait que les produits aujourd'hui sont de plus en plus dangereux parce que ça demande de plus en plus de produits chimiques, notamment l'hydroquinone, des corticoïdes, de la cortisone. De l'acide aussi, vraiment. Et l'acide, il y a des dérivés de ciment, il y a plein de choses qui sont utilisées pour pouvoir éclaircir la peau plus rapidement. C'est dangereux pour la santé, ça. C'est extrêmement dangereux, mais après, maintenant, quand on dit ça aux personnes qui utilisent ces produits-là, elles n'ont pas réellement conscience parce que te disent que le bénéfice que j'en retire est beaucoup plus important que les problèmes que je peux probablement avoir ou probablement ne pas avoir. Parce qu'il partage sur les situations. Mais quand même, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc c'est quand même de dire que le profil est plus important. Qu'est-ce qui peut être plus important que la santé? Quand même, envie de leur dire non. C'est une bonne question. Mais maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on vit dans une société où l'apparence, où l'image est très importante. Et plus importante que le reste. Il faut toujours être beau, être belle, être bien présenté. Parce que c'est la première image, c'est l'image qu'on donne au monde. C'est l'image que les gens ont de nous. Donc du coup c'est important, c'est devenu de plus en plus important. Moi je me souviens à l'époque c'était pas aussi important, l'image n'avait pas une telle place, une telle importance dans la société qu'aujourd'hui. Maintenant, et donc toutes ces choses-là rendent difficile la place, comment dire, les gens ont de plus en plus de mal à se positionner dans la société parce qu'ils se disent faut absolument que je sois beau, que je sois belle, et pour être beau et belle il faut forcément être clair. Alors que c'est une idée reçue parce que on a beaucoup entendu dire que les hommes préféraient les femmes claires. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça, Akli? Moi, je sais pas. Je veux dire que je trouve que c'est un peu ça. Ce que je peux répondre, j'ai pas de réponse appropriée parce que c'est toujours chacun a sa propre réponse. Mais ce que je peux dire, c'est que on aime les gens pas pour leurs apparences, pour ce qu'ils sont réellement. Donc qu'elles soient. Et puis, je veux dire que souvent, diffère de moi, tu m'enrichis, quoi. La diversité enrichit. Donc le fait qu'il y ait une couleur de peau, ça effectivement, je sais pas, moi ça donne, je sais pas, c'est des bêtises, enfin le fait qu'on soit justement vivant, c'est peut-être aussi, puis la beauté, c'est aussi des critères qui sont quand même subjectifs. C'est en fonction des goûts des uns. Donc j'ai envie de leur dire, on aime les gens pour ce qu'ils sont. Si les gens vous aiment pas pour autre chose, c'est que c'est pas vraiment de l'amour. Je pense que quand on aime quelqu'un, on ne voit même plus sa couleur de peau. On ne voit même plus, on voit même plus s'il est gros, fin et tout. Là, on dit que l'amour
amour aveugle. Donc j'ai envie de leur dire, je pense que si c'est du vrai amour, les gens qui s'aiment ou les gens qui sont intégrés ou les gens qui plaisent, et ils le font, je pense, hein, si on a un peu inversé les rôles, mais je pense qu'ils le font par réel amour, pas par apparence. Si c'est sur une apparence que vous êtes jugé, c'est que ces gens-là ne sont pas réellement dans une démarche sincère, non? C'est pas faux ce que vous dites. Oui, il y a un peu de ça, mais je pense qu'il n'y a pas seulement de ça aussi. Je pense que au-delà de la sincérité, je pense que ces personnes-là ont un mal-être intérieur et qu'ils ne savent pas forcément comment l'expliquer. Et ils l'expliquent à travers l'image qu'ils dégagent. Donc et pour eux, l'image qu'ils dégagent et l'image les représentations qu'ils ont, à savoir les femmes tout le temps claires, les femmes métisses qui sont exposées à la télé, notamment comme les stars américaines ou les stars indiennes qui sont toutes très claires. Et maintenant, la tendance est en train de changer. Là, on voit de plus en plus de beauté atypique, de beauté plurielle, de beauté diverse, notamment comme Lupita Nyong'o, qui elle a une peau très sombre, mais qui est une femme magnifique. Donc du coup, ces femmes-là et ces hommes-là sont en train de changer les codes des critères de beauté. Et ce qui fait que maintenant, beaucoup de femmes sombres s'acceptent comme elles sont. Mais malheureusement, il y en a encore une grosse partie qui ne l'accepte pas et qui se trouve beaucoup plus belle en étant plus claire. Donc ça, c'est un choix. C'est un choix, oui. Mais par exemple, ce que je disais, quand je t'écoute, je me dis, moi quand j'ai des amis de différents, c'est pas justifié, parce que les gens disent, ouais, je suis pas raciste parce que j'ai silence, pas pour justifier, mais le plaisir que j'ai de partager un steak avec eux, j'ai autant de plaisir de partager un mafé, un tiep, un yassa avec eux, parce que c'est ça le partage aussi universel. Et quand je vais voir ces amis, j'espère profiter aussi justement de cette richesse, parce que c'est une richesse, quoi, de pouvoir découvrir d'autres choses, quoi. Donc j'ai envie de leur dire, mais si vous voulez être une richesse, c'est d'être vous-même, quoi. Apporter. Parce que le problème aujourd'hui de cette société, tu as raison, quand tu dis qu'il y a un manque de référents, de repères, de ça, c'est parce qu'on est incapable de partager la part d'universel qui est en chacun de nous. En quelque sorte, oui. Et donc c'est peut-être ça ce malaise de leur dire, mais attendez, vous avez une part d'universel, vous faites partie de l'humanité. On a l'impression que bientôt, quand j'écoute et quand je vous écoutais, je vais me dire, mais bientôt les gens qui vont naître... Moi, j'ai pas choisi de naître blanc ou de naître en Algérie ou de naître à tel endroit ou berbère, et j'en suis fier. Mais je n'ai pas choisi. C'est-à-dire que c'est aussi les hasards de la vie. Comme le petit qui est médecin, il n'a pas choisi, ou qui est métis, il n'a pas choisi. Mais la société doit le reconnaître comme il est, parce qu'on doit tout faire pour que les gens se reconnaissent, non? Oui. Et qu'ils soient eux-mêmes. C'est ça. En fait, c'est aussi... Je pense qu'on a, dans cette histoire-là, on a tous une part de responsabilité. Autant c'est à nous de s'imposer et de dire qu'on est là avec nos différences, avec nos bicultures. C'est ce que fait Esprit d'Ébène d'ailleurs. C'est pour ça que ça s'appelle Esprit d'Ébène. C'est pour montrer qu'ils sont présents et qu'ils doivent prendre une place dans la société. Oui, et que cette place, on n'a pas forcément à la prendre. Cette place, elle est la nôtre. Oui, on est là, on est autant français qu'on est malien, autant français qu'on est... On ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, je veux dire, on prend notre place. C'est notre place à nous, elle nous est attribuée, on est là, quoi. On prend notre place et on a le droit aussi d'être représenté comme un berbère, comme un espagnol, comme un chinois ou comme un amérindien. Mais malheureusement, il n'y en a pas assez de ces représentations-là. Et c'est ce qui peut creuser, ce qui peut causer un peu des mèches chez ces personnes-là et qui se disent plutôt, bon, peut-être que moi je suis peut-être la seule à être comme ça, donc je vais rester dans mon coin tranquillement, je vais pas trop me montrer et je vais plutôt essayer de ressembler à la majorité des autres et plutôt que de m'assumer moi comme je suis et de me montrer au monde comme je le suis, de m'accepter comme je le suis. Et c'est ça le problème, et c'est ça qu'Esprit d'Ébène justement veut lutter, veut sensibiliser plutôt, ou de lutter, oui, sensibiliser par contre plutôt, et de leur dire, vous êtes beau comme vous êtes belle comme vous êtes, venez comme vous êtes comme tu l'as si bien dit. Vous êtes uniques, on est tous uniques, et c'est ce qui fait notre... Chaque être humain est singulier, hein, d'ailleurs, on est singulier, parce que chacun est singulier, quelle que soit la couleur de peau. Mais moi, quand je t'écoute, je me dis, moi par exemple, qui suis, et qui le revendique, je revendique mes origines, mais je me revendique africain, j'ai envie de parler au nom de tous les Africains, qu'ils soient blancs ou métis ou noirs. C'est-à-dire c'est ça, et j'ai envie que, au-delà des Africains, j'ai envie que l'ensemble des êtres humains parlent au nom de l'humanité. C'est-à-dire que tu sois blanc ou en disant, tu es mon frère, tu fais partie de cette société, tu fais partie de cette humanité, je te représente quel que soit, et si tu es black et que tu me représentes parce que je suis blanc, tu me représentes parce que tu es avant tout un humain, c'est ça le discours qu'on devrait te dire, non? C'est exactement ça. En gros, c'est ça en résumé, c'est qu'on est tous des citoyens du monde, et à ce titre-là, nous sommes tous égaux.
pour nos droits et nos devoirs, et nous avons tous à prendre notre place et à nous accepter comme nous sommes. Maintenant, après, il y a la réalité, il y a la théorie. Oui, oui. Mais moi, je parle de la théorie de représentation parce que sinon, si ces jeunes ne sont pas représentés, c'est qu'on est incapable de les représenter. C'est aussi ça. Tu disais tout à l'heure, je rebondissais parce que tu parlais de la responsabilité individuelle. Je voudrais pas que des gens se dédouanent de leur responsabilité. Exactement. Même les Européens, personne ne doit se dédouaner de la responsabilité. Parce que souvent, quand on leur parle de l'histoire, ils nous disent ouais, c'est le passé, il faut fermer tout ça et tout. Mais on peut pas. Une famille qui a des cadavres dans les placards, à un moment donné, ils sortent. Donc il vaut mieux en parler pour avancer, non? Oui. Et donc c'est peut-être aussi parce qu'on ne parle pas de cette histoire, on ne parle pas de l'apport de l'Afrique à l'humanité, que justement les gens ont un peu envie de ne pas paraître ce qu'ils sont. Oui. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de l'Afrique et de ses apports. On ne parle pas assez de ce que l'Afrique a apporté à la France, parce que c'est là que je vis, ou des relations, de la relation qu'elles ont eues, de ce qui est né de ces relations-là, à savoir nous, c'est ce que nous sommes nés de cette union-là entre la France et l'Afrique. Mais pourquoi cette union-là n'est pas mise à sa juste valeur et les intellectuels africains, qui connaissent Cheikh Anta Diop? Aujourd'hui, c'est bien de montrer à nos jeunes générations. Cheikh Anta Diop. On peut parler aussi on parle effectivement de tout ça, mais on peut parler aussi des gens qui étaient Premier ministre au Sénégal à l'époque, qui ont fait des choses et qui ont été. On peut parler aussi du discours sur la colonisation de celui qui a été russe au Congo avant d'être abattu, tout ça et tout. Donc, je ne vais pas donner tous les noms, mais tout ça, c'est quand même des gens qui ont fait des choses. C'est des intellectuels africains qui les connaissent. Et donc, j'ai l'impression qu'on a envie de nier le passé ou l'apport de l'Afrique, parce que souvent on nous dit est-ce qu'ils sont matures ou pas matures, on voit les discours et tout ça, qu'on les trucs, mais ceux qui étaient porteurs d'un espoir pour l'Afrique, on les a un peu écartés. On oublie aussi que Mandela est africain quand même. Oui, mais en fait on a l'impression que à chaque fois, on veut apporter l'Afrique en disant l'Afrique, voilà, ce qui s'est passé est passé. Arrêtez de vous porter en victime. Vous n'êtes pas des victimes, c'est bon, c'est ce qui est fait est fait, on passe à autre chose. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, ça fait quand même des décennies qu'il y a eu des guerres. Non, on n'est pas des victimes. Mais reconnaître l'histoire, ça ne veut pas dire être des victimes. Oui, mais parce que ça veut dire être des acteurs, justement. Oui, parce que généralement, quand on parle, regarde, un exemple. Tu as lu le discours d'Urgence, je le dis parce que j'en profite de cela. Retrouver le discours sur la colonisation de Lumumba, du Congo, les gens vont comprendre des choses parce que c'est très éclairant, quoi. Oui, mais avant Lumumba, il y a eu Thomas Sankara, il y a eu des grands hommes comme ça qui ont... Parce que lui, c'est le discours, il avait fait ce discours justement, lui. C'est parce qu'il y a un discours qui existe et qu'on retrouve sur Internet, c'est pour ça que je parlais de lui. Oui, mais Thomas Sankara, vous pouvez faire les recherches, vous verrez aussi tout ce qu'il a dit. L'Afrique a eu des grands dirigeants, on ne les a pas laissés diriger, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est un autre débat, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Il y en a eu aussi au Mali, des grands. Oui, il y a eu le grand Modibo Keïta qui n'est plus aujourd'hui, mais c'est vrai. Keïta avait une vision, il savait très bien, il avait déjà, je crois, anticipé ce qui nous arrive actuellement au Mali, et ce qui arrive au Mali, tout ça, et ce qui arrive dans certains pays. Et je crois qu'il avait dit à ses collègues dirigeants à l'époque. Oui, c'est vrai. Il avait prédit un peu que si l'Afrique ne s'unissait pas... Il ne s'organisait pas, et elle exploserait de toutes parts. Voilà. Mais c'est vrai que tu as vu, tu as les références. Oui. Et ces références-là, je pense que tu as raison. Je pense qu'au-delà de truc, il faut les transmettre à ces jeunes générations pour leur dire vous devez être fiers de vos ancêtres. Vous deviez être fiers de ce que vous êtes. Mais malheureusement, ces jeunes générations ne connaissent pas cette histoire-là. Moi, cette histoire, je l'ai connue, je la connais parce que je l'ai appris de par moi-même. Je l'ai appris à travers mes parents, à travers des échanges, à travers des amis. Mais je ne l'ai pas forcément appris parce que j'ai ouvert mon livre de cours d'histoire. Non, c'est pas là que je l'ai appris. J'ai appris parce que je me suis intéressé à cette culture-là. Je me dis, bon, je suis français. Certes, la culture française, je la connais. C'est bon, j'ai appris tout l'historique, toute l'histoire de la France. Et maintenant, quelle est l'histoire du Mali? Quelle est l'histoire du Sénégal? Quelle est l'histoire de l'Afrique? Quelle est l'histoire de l'Afrique de l'Ouest? Comment l'Afrique s'est construite? Comment l'Afrique est née? Quelles sont ses origines? Toutes ces questions-là, comment j'y suis répondu? J'ai répondu par moi-même. Parce que je voulais savoir quelles sont mes origines et quel est l'apport de l'Afrique à travers le monde, à travers les sciences, à travers l'histoire, à travers la littérature, toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la culture africaine en général. Et pour moi, la culture africaine a apporté à toutes les cultures, comme la culture française a apporté aussi à l'Afrique. On dit que j'ai pas eu de bon de la colonisation, mais
C'est un sujet sur lequel je n'ai pas forcément envie de me lancer, mais c'est un sujet très sensible qui me touche particulièrement. Mais c'est vrai que on est tous liés. Quoi qu'il arrive, on est liés. Et il faut ce lien-là, on l'entretient, on en fait une belle chose, ou du coup, on laisse cette fleur faner et après, on se divise. Mais je pense pas que ce soit à notre avantage et à nous quand je dis nous, c'est nous c'est Français. l'humanité, nous c'est tout le monde. C'est ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas le nous et le eux, c'est nous tous ensemble. Quand je dis nous, c'est ensemble. Eh ben, je trouve que c'est une belle conclusion parce que l'émission touche à sa fin. Et je ne peux pas, plus de choses sans citer, parce que j'ai parlé du Sénégal et qui était un exemple pour moi et que j'ai lu, qui est un modèle, sans citer Mamadou Dia, qui était Premier ministre en 1958 et qui a voulu faire du Sénégal un pays émancipé, mais qui n'a pas réussi, parce que d'autres intérêts veillaient. Donc je ne pouvais pas ne pas le citer pour conclure. En tous les cas, je te remercie, Marianne, d'être venue nous expliquer. Merci à toi. Je pense que tu as peut-être convaincu certaines jeunes générations d'éviter la dépigmentation. En tous les cas, bravo pour votre travail. Merci. Merci à toi. Donc nous, on se retrouve lundi et vendredi, tous les lundis et vendredis à 20h, comme toujours, avec un nouvel invité. Merci de nous être fidèles. Bonsoir et à très vite sur Beurre FM TV.